plusieurs mois de réflexion entre acteurs des médias, le nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias a été dévoilé à la presse. Désormais plus moderne, il prend en compte certains aspects des pratiques professionnelles du journaliste d'aujourd'hui. Des professionnels du secteur saluent l'initiative. Nafissatou Hassani. Le code de déontologie et d'éthique des médias au Bénin est désormais structuré en 3 parties. Il a été dévoilé à la Maison des médias Thomas Meyerson de Cotonou le vendredi 28 février 2025. Le président de l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, Ulrich Vital Arotonji, a présenté la structure du nouveau code. Déjà, il faut retenir que le code est passé de 26 articles à 33 aujourd'hui. Nous avons désormais 25 devoirs et 8 droits. Donc en termes de statistiques, voilà ce qui a changé. Le code a désormais un petit glossaire au début, les articles sont au milieu et 12 directives à la fin. Dans le fond, nous avons insisté sur la question de la désinformation. L'urgence de vérifier et de revérifier les faits, donc d'utiliser au maximum les techniques de fact-checking afin d'apporter des informations justes, crédible au public. Le code a insisté sur la responsabilité des médias en ligne, notamment la gestion des commentaires. Le média en ligne a l'obligation de suivre et de gérer également les commentaires suscités par ses publications. Le code a insisté sur l'inclusion et le genre. Le code a insisté sur l'usage éthique de l'intelligence artificielle. Une initiative réussie grâce à l'implication de plusieurs acteurs. Elle répond aux besoins d'adapter la pratique journalistique aux réalités actuelles. Nous avons un code participatif et vraiment participatif. Nous avons eu des ateliers dans les 12 départements. Les confrères ont proposé des contenus, des améliorations. Nous avons eu l'appui de l'Union européenne qui nous a envoyé un expert de l'Observatoire d'Ipavia sous la coupole de l'ONG internationale WeWorld qui nous a aidé à voir un peu les codes dans le monde. L'Observatoire même a pris sur lui de travailler avec le CDJ, c'est le Conseil de déontologie journalistique de la Belgique, pour voir un peu quels sont les éléments nouveaux, surtout liés à la presse en ligne. Ensuite, nous avons eu des ateliers d'appropriation au niveau de l'Assemblée spéciale qui a regardé des amendements. Et donc, c'est vraiment une vingtaine d'ateliers tout au moins, des centres dans les 12 départements, des contributions et des aînés. Et ensuite, nous avons eu des travaux de relecture de nos aînés qui ont regardé après tout ce qui a été fait. Donc, c'est un travail collectif et c'est à notre actif à tous. Nous avons tous contribué à l'aboutissement de ce processus. C'est un processus qui a duré pratiquement 2 ans et tous les acteurs des médias à tous les niveaux ont été impliqués dans ce processus. L'ancien code était bâti sur des bases assez solides, mais il était important d'actualiser après toutes ces années pour avoir un code qui répond également à l'évolution de notre profession et à l'évolution de l'environnement général d'exercice de la profession. Il y a des aspects très innovants qui entrent aujourd'hui dans le code, justement l'aspect pour plus d'attention à l'égard des femmes avec l'inclusion. Après, il y a les personnes à besoins spécifiques. Ensuite, il y a l'exhortation à l'endroit des forces de sécurité et de défense d'accompagner le journaliste dans l'exercice de sa profession. C'est une façon pour nous vraiment de mettre l'acteur de médias, le professionnel de médias dans les meilleures conditions pour faciliter aux journalistes ce travail qui n'est d'aucun repos. Des professionnels de médias ont pris connaissance de ce nouveau code qu'ils trouvent moderne. Je pense qu'il était nécessaire de faire ce nouveau code puisque le monde de l'information évolue à toute vitesse, surtout à l'ère du digital, de l'intelligence artificielle et de tout ce qui va avec. Il est important de pouvoir se réactualiser et de pouvoir remettre un peu les pendules à l'heure pour éviter qu'il y ait plus de désordre. Il faut avouer que c'est l'un des meilleurs codes d'éthique et de déontologie que nous avons actuellement dans la sous-région. C'est un code très bien structuré. Ce code est plus ou moins adaptable à la réalité actuelle que nous vivons, c'est-à-dire à l'Internet. La presse en ligne, aux médias en ligne, aux médias classiques, aux médias en version tabloïde. C'est un code qui est collé à l'actualité, que nous devons nous approprier. Ne reste maintenant que la vulgarisation de ce code pour le bonheur de tout un chacun de nous. Alors, je dirais que c'est une belle initiative et que cela permettra certainement à nous, journalistes, et également à toute personne qui est en contact de l'information, donc tout le monde, tout le public, de pouvoir être plus à l'aise et d'être dans un environnement où
la désinformation ne sévit plus autant qu'on le remarquait. J'ai lu le code, je n'ai pas la prétention de l'avoir lu amplement, mais pour les quelques lignes que j'ai parcourues, je pense que je suis bien disposé à en parler, à faire des analyses autour. Fondamentalement, le nouveau code a mis l'accent sur le professionnalisme et sur la sécurité du journaliste. Avec ce nouveau code, si les tests sont bien appliqués, je pense que le journaliste va pouvoir se nourrir en exerçant son métier. Alors, ce qui a également changé, c'est que le code a mis l'accent sur la responsabilité. Cette fois-ci, le nouveau code permet donc de responsabiliser le journaliste et de lui rappeler les fondamentaux. Mais il faut le dire, le code n'est pas encore parfait. Il y a encore des zones d'ombre, à savoir comment faire en sorte que la carte de presse soit disponible lorsque vous avez totalisé un certain nombre d'années. Est-ce qu'il faut toujours aller aux productions? Est-ce qu'il faut toujours déposer les dossiers? Je pense qu'il faut mettre l'accent sur ces éléments-là. Notons qu'un code de déontologie régit un mode d'exercice d'une profession ou d'une activité en vue du respect d'une éthique. C'est un ensemble de droits et devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public. Parlant justement des rapports médias et publics, ETélé produit du bon. Ce n'est pas une autosatisfaction, c'est plutôt une validation de la qualité des productions de la chaîne par le projet de mobilisation, éducation, dialogue, information Bénin, Média B. La chaîne de télévision a en effet remporté le premier prix du concours de labellisation des médias qui est à sa première édition. La cérémonie de remise de prix a eu lieu cumulativement avec la remise de prix aux lauréats du concours de production sur l'extrémisme violent au Bénin, Chérifatou Dansou. Reconnaître le mérite et surtout la qualité des organes de presse qui s'intéressent au quotidien des citoyens béninois. C'est l'objectif de l'initiative de labellisation portée par le projet de mobilisation, éducation, dialogue, information Bénin, Média B. Sont récompensées les productions de l'année 2024. Sur une demi-douzaine de dossiers reçus, 3 organes de presse sont repartis avec des prix. Les lauréats qui se dégagent pour la labellisation sont au niveau de la télévision et télé. Donc, au niveau de la radio, nous avons eu KPFM. Et au niveau de la presse écrite, le matinal. Ce sont les 3 lauréats pour cette première édition de labellisation des organes de presse au Bénin. Ainsi donc, ETélé Bénin remporte le premier prix de la labellisation des médias édition 2025 et repart avec un trophée, une attestation de mérite, un ordinateur bureautique Core i5, un chèque de 250 000 francs CFA et une connexion Internet d'une durée de 1 an. Vous partez avec un trophée et c'est gravé le nom des partenaires là-dessus. Vous partez avec le premier prix, avec une attestation de mérite. Quand on dit qu'on labellise quelque chose, vous savez ce que ça signifie, c'est qu'on lui attribue une qualité. On connaît au mois d'octobre ici, depuis quelques années, je pense même que c'est au niveau sous-régional, pour la production. Label Bénin. Je pense que quand l'ODEM nous a parlé de cette vision-là, on l'a partagée. Nous, à qui il a fait l'honneur de parler de ça, et qu'il avait déjà défendu au niveau des partenaires. La labellisation, c'est quoi? Ça veut dire que faut qu'on commence par s'occuper un peu de ce que les organes font. En tant qu'organe, une radio, une télé, un journal, du point de vue de son contenu, quelle est la qualité de ce contenu-là par rapport, disons, à l'image que ces responsables veulent projeter dans la société. C'est ça la labellisation. C'est-à-dire qu'il faut maintenant qu'on puisse amener les auditeurs, les lecteurs, les téléspectateurs à dire, bon, cette radio, cette télévision, ce journal-là a la qualité hier. Cette cérémonie a connu également la remise de prix aux lauréats du concours de production sur l'extrémisme violent.
Sylvain Duro, directeur de l'ONG Reward, félicite les membres du jury pour le travail minutieux et transparent effectué. Moi, j'étais voir les membres du jury qui ont fait l'analyse. Il semble que ce n'était pas facile, donc je voulais aussi féliciter tous ceux qui ont participé. Merci des efforts, merci de l'envie que vous avez donnée. Je vous encourage à continuer ça. Je pense qu'on ne peut pas, bien sûr, donner des lots à tout le monde, mais pensez qu'on a apprécié toute la qualité du travail. Michel Tchanou, représentant du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, a également félicité les lauréats et remercié les partenaires techniques et financiers pour leur engagement à crédibiliser les organes de presse béninois. Chers lauréats, vous avez su vous démarquer, vous faire remarquer par votre sens d'engagement et de créativité. Ce travail remarquable vous confère ce soir tous les lauriers. La HAC, en sa qualité d'institution chargée de la régulation du contenu des médias, ne ménagera aucun effort pour accompagner et soutenir toutes les initiatives visant à promouvoir une presse libre, responsable et engagée dans la construction d'une société de droit, de justice et de paix. Je tiens à remercier chaleureusement l'ONG Éducation et les autres membres du consortium de mise en œuvre du projet Média B, leurs partenaires techniques et financiers qu'est l'Union européenne, ainsi que toutes les parties prenantes qui, par leur engagement, contribuent à faire des médias un acteur incontournable dans la prévention des maux qui menacent gravement notre société. La cérémonie a pris fin sur un dîner de gala et le retour des lauréats avec leurs différents prix. On reste avec les productions de E-Télé pour nous intéresser cette fois-ci à cette lecture du consultant politique. Agapit Napoléon Maforican croit qu'il faut célébrer le dynamisme dans la gestion des affaires dont fait montre Patrice Talon et son gouvernement. Depuis quelques années, en effet, la bonne gouvernance au Bénin fait école puisque le pays se place de plus en plus à de bonnes positions dans les indices de sondage sur la bonne gouvernance. Ce leadership du chef de l'État ne doit pas être mis sous boisseau. Il faut donc que les Béninois revendiquent ce New Deal sous Patrice Talon, exhorte le consultant politique. Il y a une certaine catégorie qui voit tout en noir, il y en a qui voient tout en blanc. Au milieu, il faut quand même apprécier que nous sommes dans un environnement où tout semble fonctionner. Les Béninois ont déjà oublié effectivement ces moments d'incertitude où à la veille des élections, ou à un an des élections, on ne sait même pas comment ça va se passer. On ne connaît même pas le cadre législatif. On n'a même encore rien mis en place pour disposer du cadre législatif. Le budget, n'en parlons pas. L'organe de gestion, on ne sait même pas comment il va fonctionner. Le financement, n'en parlons pas. Donc, on a connu ces années-là, il n'y a pas si longtemps. Donc, depuis l'avènement du président Talon, on a l'impression que, comme un coup de baguette magique, cette situation se décante systématiquement. Et au lieu que le Béninois le revendique, certains continuent de se peindre tout en noir en jouant à la politique politicienne. En ce temps où nous fermons l'an 35 de la conférence nationale, donc un carrefour important de notre vie, on commence un audit du registre national d'état civil qui va servir de base à l'extraction de la LEIP, qui deviendra la liste électorale permanente. Le gouvernement l'a autorisé. Il faut saluer ça et saluer la dynamique aujourd'hui qui est en cours dans le pays. Aujourd'hui, on sait désormais que tous les acquis, ce qu'on appelle en griffes les acquis, se renforcent. Et surtout, sur le président Patrice Talon, il leur donne des visibilités. Et aussi bien que ce soit au niveau du libéralisme économique, que ce soit au niveau du multipartisme intégral, au niveau de l'état de droit et de la démocratie, il y a eu une grande avancée, un progrès face à ces choses-là. Évidemment, quand je prends l'état de droit et de la démocratie, l'exigence du développement, du droit au développement, l'exigence de protection des droits collectifs, des droits au plus grand nombre, fait que certains ont l'impression que les droits individuels en ont pris des coups. C'est pas faux. Plusieurs de toute façon, nous sommes passés au niveau de l'indice mondial de démocratie imparfaite à démocratie hybride, mais il est évident que toute l'Afrique est pratiquement sur ce joug. Et si on regarde dans l'Afrique francophone, le Bénin fait office d'un État qui fonctionne convenablement sur les indices. Et donc, de démocratie imparfaite à démocratie hybride,
c'est des indices, on prend avec, mais ça montre qu'on est obligé d'avancer avec les exigences de ce temps-ci. L'école tourne normalement, nous avons déjà les dates des examens, c'est un acquis que nos centres de santé tournent. La cantine scolaire, est-ce qu'on ne peut pas dire que le Bénin est au moment où nous finissons Bénin à la FIA 2025, que nous ne pourrons peut-être pas évaluer, que nous n'avons peut-être pas très bien appliqué. Mais au moment où ce projet dans Bénin 2060, est-ce qu'on ne peut pas dire que les voyants sont ouverts? C'est ce que moi j'appelle le New Deal. Il est temps que nous revendiquions le New Deal béninois sur Patrice Talon. La communauté internationale a célébré samedi 8 mars la journée internationale des droits des femmes. L'édition de cette année met l'accent sur l'égalité et l'autonomisation de la femme. En la matière, au Bénin, plusieurs actions et projets sont mis en œuvre pour garantir cet épanouissement aux femmes. Quelques femmes rencontrées à Parakou, par exemple, parlent de l'impact de leurs activités sur leur famille. Modérante Tchao. Dans les campagnes béninoises, l'autonomisation des femmes n'est pas un luxe, mais une nécessité. Malgré les difficultés liées au manque d'accès au financement, aux formations et parfois au poids des traditions, certaines parviennent à tracer leur chemin. J'arrive à me défendre sur le marché avec mes clients. Bon, je m'en sors quand même. Je retrouve pour moi dedans. Le marché, je ne me plains pas. Quand même ici, je ne manque pas des clients. J'ai certains clients, le jour où je ne suis pas au dehors, ils viennent à la maison pour venir acheter. Le jour que je n'ai pas servi ça, je prépare. Si je suis fatiguée, je laisse. L'autonomie financière d'une femme ne profite pas qu'à elle seule, mais à toute sa famille. Dans les foyers ruraux, les femmes jouent un rôle central, bien au-delà des tâches ménagères. L'homme ne peut pas faire ça seul. Aujourd'hui, l'huile a pris le prix sur le marché. Les tomates, oignons, haricots, un peu de tout. En notre temps, le temps de notre parent, avec 1000 francs, 500, 800, tout est déjà bon. Aujourd'hui, même 1000 francs ne peut pas acheter l'huile. On s'aide les deux, mais c'est là la main quand même. Ça me permet de subvenir à mes besoins. Dans la famille aussi, s'il y a quelque chose, il faut participer à la cotisation. Donc pour cela, et trouver aussi mieux pour construire aussi. Sinon, dans la vie maintenant, si tu n'as rien, comme travail, tu ne gagnes pas, tu n'es rien dans la famille et dans la vie aussi. On te considère une paresseuse, voilà, elle vient. Si une femme travaille, c'est très avantageux dans le foyer. Ça aide beaucoup le mari. Si le mari n'a pas aujourd'hui, la femme peut donner l'un pour l'autre, genre pour se compléter. Clotilde Ganvaux, engagée pour la cause féminine, met en avant la résilience des femmes rurales. Mais la femme rurale, tous les projets de développement sont axés sur la femme rurale. Et moi, je me dis, qu'est-ce qu'on met dans la femme rurale? Non, la connotation négative qu'on donne à la femme rurale, on doit pouvoir changer ça. Je ne sais pas si on peut avoir autre mot pour désigner nos mères, nos grands-mères, nos jeunes Amazones, des Agodjiers qui sont dans nos villages, mais qui, grâce à eux, nous mangeons. Si moi, je prends la route de Parakou à Cotonou, en passant déjà à partir de Tchadjou, après le rail, en passant à Boyko, j'observe toutes les scènes de ces femmes qui sont là du matin jusqu'au soir, juste pour nourrir leur famille. Et en passant par ses frères, en passant par Marie, en passant par comment, partout, c'est les femmes. L'autonomisation des femmes rurales ne repose pas uniquement sur les efforts individuels, mais aussi sur l'implication de leurs conjoints. Aujourd'hui, nous développons ce qu'on appelle la masculinité positive. Pourquoi la masculinité positive? Parce que la masculinité positive est en relation directe avec le VBG. Et donc, nous avions commencé une lutte contre les violences basées sur le genre, contre toutes les formes de violence. Et donc, une analyse approfondie a été faite pour dire, mais qu'est-ce qui bloque que des femmes sont brisées dans leur droit de militantisme, dans leur droit professionnel. Et donc, les investigations ont montré que c'est parce que
nous ne causons pas beaucoup avec les hommes. L'autonomisation des femmes rurales ne doit pas être perçue comme une menace pour les hommes, mais comme un levier de développement pour toute la société. L'autonomisation des femmes et promotion du genre vont souvent de pair. À travers ces réformes politiques et institutionnelles opérées depuis 2016, le Bénin a légalisé la discrimination positive en faveur des femmes, ce qui a permis d'avoir 29 femmes députées à l'Assemblée nationale à l'issue des législatives du 8 janvier 2023. Mais malgré cela, des inégalités persistent et les femmes elles-mêmes font des propositions. On voit une montée fulgurante de beaucoup de figures féminines, notamment sur le plan politique, sur le plan économique, mais aussi sur des questions de représentation dans des postes de responsabilité. C'est vraiment quelque chose qui se remarque. Les défis restent parce que ce n'est pas encore ça. Nous n'avons pas encore une bonne représentation des femmes au niveau des instances de prise de décision, pas que politique, même administrative. Une analyse approfondie a été faite. Vous dites, mais qu'est-ce qui bloque que des femmes sont brisées dans leur droit de militantisme, dans leur droit professionnel? Et donc, les investigations ont montré que c'est parce que nous ne causons pas beaucoup avec les hommes. Les hommes ne veulent pas que les femmes émergent. Les femmes même ne se soutiennent pas entre elles. Comment voulez-vous que ça marche politiquement? Il faut que nous, les femmes, nous décidons d'aller main dans la main, que nous nous initions et que nous sachions que tant que nous allons rester derrière les hommes et engloutir l'image des femmes, ça ne peut pas aller. Nous pouvons par exemple organiser des rencontres entre générations. Il faut également lancer par exemple des concours pour avoir des idées nouvelles, des idées innovantes sur des projets féminins, des projets. Demander aux femmes, par exemple, de proposer des idées de projets qui puissent impacter des femmes. Nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs si nous ne faisons pas des hommes nos alliés. Et c'est justement l'exhortation de cette année pour réduire les inégalités existantes malgré les nombreux efforts. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, c'est le thème central de l'édition 2025 de la Journée internationale des droits des femmes, dont le lancement des manifestations a enregistré au Bénin la présence de plusieurs figures féminines. Un thème qui appelle à une action susceptible de favoriser l'égalité des droits du pouvoir et des chances pour tous, ainsi qu'un avenir féministe où personne n'est laissé pour compte. Le thème de la Journée internationale de la femme de cette année, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Il s'agit entre autres de donner les moyens économiques aux femmes, de les favoriser l'éducation, l'accès aux soins de santé, de les aider à se départir des pesanteurs qui entravent l'exercice de leurs droits et de porter leur voix dans les grandes instances de décision. Au nom des partenaires techniques et financiers, j'appelle à l'engagement de toutes et tous afin de briser les barrières multiformes, visibles et invisibles, et de promouvoir l'égalité des sexes. L'année 2025 marque le 30e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Beijing. Il s'agit du document le plus largement approuvé au niveau international en faveur des droits des femmes et des filles, qui a redéfini l'agenda des droits des femmes en termes de protection juridique, d'accès aux services, d'engagement des jeunes et de changement des normes sociales. Lorsque les portes de l'égalité des chances sont ouvertes aux femmes et aux filles, tout le monde y gagne. Les sociétés égalitaires sont plus prospères et plus pacifiques et constituent le fondement du développement durable. En cette journée internationale des femmes, nous célébrons 30 ans d'avancées et de progrès réalisés depuis la conférence historique des Nations Unies organisée à Beijing. Celle-ci a transformé les droits des femmes et permis de réaffirmer qu'ils étaient des droits humains. Le Bénin, 30 ans après Beijing, a largement évolué en matière de lutte contre les inégalités. À ces défis, à une éducation de qualité, réformes, discrimination positive, mesures sociales, toutes les stratégies et actions nécessaires ont été mises en œuvre pour protéger les droits des femmes. Après 30 ans de mise en œuvre du programme d'action de la conférence de Beijing, le Bénin se félicite d'avancées significatives allant de l'accès des filles à l'éducation de qualité, la promotion du développement inclusif,
la prospérité partagée et du travail décent, la promotion de l'égalité, l'accès facile des femmes à la justice, la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre les violences basées sur le genre de façon générale. Sous le leadership du président Patrice Talon, l'autonomisation des femmes et la lutte contre les inégalités sont devenues des priorités nationales. En matière d'éducation des filles, les chiffres sont encourageants, de même que les statistiques sur l'autonomisation des femmes et la lutte pour l'égalité des sexes. En matière d'éducation, le taux de scolarisation des filles au primaire dépasse 110%, parce qu'il y a l'inscription de plus en plus précoce dès l'âge de 4 ans, avec d'importantes actions de maintien des filles à l'école et leur orientation vers les filières scientifiques, réduisant ainsi les écarts importants entre les filles et les garçons scolarisés. L'assainissement du secteur de la microfinance et la digitalisation du microcrédit à l'AFIA facilitent également l'accès des femmes aux ressources financières, contribuant à la création de micro-entreprises, au développement d'activités génératrices de revenus pour les femmes béninoises. Malgré ces nombreux efforts, des défis demeurent, la persistance de violences, la persistance des pesanteurs socio-culturelles et bien d'autres sont des challenges. Et pour les relever, tous les citoyens, hommes comme femmes, sont appelés à s'engager dans ce combat. Parlons des femmes. L'Institut qui s'occupe de la protection des femmes contre les violences à raison du sexe au Bénin a procédé à l'inauguration jeudi 6 mars de son siège national. Présidée par la vice-présidente de la République, cette cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités ministérielles, préfectorales et autres acteurs. Une occasion qui met en lumière les actions du gouvernement dans la lutte contre les violences à l'endroit des femmes. Nafissatou Hassani. Dans l'objectif de promouvoir le leadership féminin et de lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'endroit des femmes au Bénin, l'Institut national de la femme a vu le jour. L'inauguration officielle du siège national a eu lieu ce 6 mars à Cotonou. Le discours inaugural a été prononcé par la vice-présidente de la République qui a énuméré les multiples efforts fournis par le président Patrice Talon pour permettre aux femmes d'être plus représentatives. La révision de la Constitution du 11 décembre 1990, instituant la discrimination positive pour une meilleure représentation du peuple par les femmes. Grâce à lui aujourd'hui, pour la première fois de notre histoire, nous avons 29 femmes députées à l'Assemblée nationale. Nous lui devons la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme au Bénin. La loi complétant et modifiant le Code des personnes et de la famille. La loi complétant et modifiant la loi sur la santé sexuelle et de reproduction. La Cour de répression des infractions économiques du terrorisme, chargée de juger désormais une partie des infractions commises à raison du genre. La restructuration et la réorganisation de l'Institut national de la femme. Et enfin, la construction du siège de l'Institut national de la femme en un lieu très visible et accessible à tous. La ministre de tutelle de cet institut, Véronique Toin-Fodé, a mis en évidence l'importance de la volonté politique dans l'accomplissement des objectifs fixés. Avant nous, certaines devancières ont mené la lutte pour la protection des femmes et je voudrais reconnaître leur bravoure et les remercier. Pas que des femmes, des hommes aussi soutiennent la protection des femmes et c'est nécessaire, c'est salvateur pour la réussite de ce combat. Derrière nos avancées au Bénin qui ont amené à la redynamisation de l'INF et à de nouvelles mesures réglementaires, il existe, et l'histoire le retiendra, la volonté politique et l'audace d'un homme à s'attaquer à un sujet si sensible, si présent et si difficile. Je vais nommer respectueusement le président Patrice Talon. Et je voudrais que nous puissions le remercier par des applaudissements. La présidente de l'Institut national de la femme aborde dans le même sens en faisant comprendre que toutes ces réalisations sont possibles grâce à la politique en vigueur. L'inauguration de ce siège est le fruit de la détermination du chef de l'État et de son gouvernement pour doter notre pays d'une institution forte au service des femmes. Nous avons les moyens requis pour mener à bien notre mission. Ceci est la preuve concrète que lorsque la volonté politique
est au rendez-vous, le progrès devient une réalité. Au commencement de l'INF, nous n'étions que 2, sans local, sans personnel, pied à pied. Et grâce aux moyens mis à notre disposition par le chef de l'État et son gouvernement, Madame Prudencio, avec son engagement et sa détermination, moi-même à ses côtés, a contribué à la pose des premières pierres de l'édifice institutionnel INF. La secrétaire exécutive de l'INF souligne également un autre aspect de cette cérémonie. Cette célébration est l'occasion d'une sensibilisation d'envergure nationale au travers de nos 12 départements qui démarre le 10 mars prochain. Elle ira à l'encontre des jeunes filles artisanes en situation d'apprentissage par des séances informatives autour du thème « Se préparer à l'autonomisation dans un monde de droit et sans violence ». L'Institut national de la femme est un organisme public doté de la personnalité juridique, de l'indépendance financière et de prérogatives importantes afin de pouvoir venir en aide aux femmes de façon plus déterminante. Autre volet de l'actualité, les chrétiens catholiques ont démarré cette semaine le carême. Et sur plusieurs paroisses au Bénin, les fidèles ont honoré le rendez-vous traditionnel de l'imposition des cendres appelé mercredi des cendres. C'est par cet acte qu'ils entrent de plein pied dans le cheminement qui conduit à Pâques, 40 jours de jeûne et de prière, donc recommandés pour tous les fidèles. Achille Hueno. Nombreux sont ces chrétiens catholiques à participer à cette Eucharistie qui lance les 40 jours de jeûne. La particularité de cette messe, c'est l'imposition des cendres. Selon l'Église catholique, les cendres rappellent la fragilité de l'humain. Prière, partage, pénitence, c'est ce qui est recommandé aux fidèles tout au long de ce temps de pénitence. Ce jour est un jour où, je dirais, nous commençons le carême. Ce jour qui est marqué par l'imposition des cendres que nous avons reçues ce matin. Alors, les cendres, pour nous, c'est une manière que nous avons de pouvoir revivre le parcours du Seigneur dans sa mort, résurrection. Donc, c'est le temps où nous nous préparons pour le revoir une fois ressuscité. La cendre. En Genèse, on nous a dit, Dieu nous a créés de la terre. Donc ça voudrait dire que nous sommes poussière, nous sommes pétris de la terre. Alors nous allons retourner encore vers Dieu qui nous a créés en terre. Le mercredi des cendres représente le jour où, traditionnellement parlant, dans la vie du chrétien, tout chrétien doit commencer, d'accord, à cheminer et à vivre, d'accord, en amont la passion de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le grand jour de carême qui commence aujourd'hui. Nous en avons pour 40 jours au moins à partir d'aujourd'hui. Et c'est un jour mémorable pour tout chrétien catholique. Honoré Dansou, curé de la paroisse Sainte-Cécile de Cotonou, expose 3 attitudes fondamentales que les chrétiens catholiques doivent adopter au cours de ce temps de carême. Dans l'évangile que nous avons écouté tout à l'heure, Jésus nous propose 3 actes nécessaires pour meubler bien ce temps. Le premier acte, c'est l'aumône. L'aumône qui permet de réviser notre relation avec le prochain. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme, il dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Donc, le prochain qui est à côté de nous permet, par notre acte de charité, de voir le visage de Dieu qui est en lui. Voilà pourquoi en passant de l'aumône, nous allons directement à la prière. La prière qui nous permet de voir notre relation avec Dieu. Donc du frère, nous passons à Dieu. Le frère qui est l'image de Dieu, nous passons à ce Dieu que nous voyons en ce frère à travers la prière. Donc le temps de la prière, deuxième acte qui est la prière, nous permet de réviser notre relation avec Dieu. Comment nous vivons notre vie de foi en Dieu, comment nous croyons en Dieu, comment nous témoignons notre vie en Dieu. Et le troisième acte, c'est le jeûne. Le jeûne nous permet d'entrer en nous-mêmes, de voir notre relation avec nous-mêmes. À travers le jeûne, qui est d'ailleurs un acte fort pendant ce temps de carême, parce que nous devons jeûner dans tous les sens. Jeûne de parole,
jeûne de querelle, jeûne de colère. Chacun essaiera de voir en lui ce qui l'éloigne, le péché qui l'éloigne de Dieu. Pour les malades, le jeûne n'est pas obligatoire. Spécialement pour les malades, ce n'est pas forcément qu'ils doivent jeûner, ne pas manger. Dieu même sait que le malade doit manger, doit prendre ses médicaments, doit prendre ses précautions, ses mesures, etc. Donc, ce n'est pas forcé à un malade de jeûner. Le père Honoré Dansou invite les chrétiens à vivre avec passion ces 40 jours de jeûne. C'est d'encourager tous les chrétiens à vivre mieux ce temps, surtout en cette année jubilaire de l'Église universelle, où l'Église nous demande d'être pèlerins de l'espérance. C'est pour dire que malgré nos difficultés, malgré tout ce que nous vivons, malgré nos épreuves, tout n'est pas fini. Nous devons avoir le regard tourné vers Dieu. C'est surtout cela. Alors j'encourage tous les chrétiens en cette année jubilaire. Alors donc nous sommes tous pèlerins et nous devons marcher ensemble, comme nous invite le pape, marcher ensemble dans l'espérance. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? C'est la victoire du Christ sur la mort. La couleur liturgique à adopter au cours de cette période est le violet. Durant ces 40 jours, l'acclamation et le gloria, chants exécutés par les chorales, sont supprimés jusqu'au dimanche de Pâques. Cette année encore, le carême chrétien et le mois de Ramadan se croisent, offrant une occasion de convergence spirituelle. Pour certains leaders religieux, c'est une invitation à une prière commune, un appel à l'unité pour une réelle cohésion nationale. D'autres y voient une belle opportunité de renforcer les liens entre les deux communautés. Constantine Tandé. Le carême chrétien et le jeûne musulman sont deux périodes centrales dans les traditions respectives du christianisme et de l'islam. Bien qu'ils diffèrent dans leur pratique et leur durée, ces deux moments de jeûne et de dévotion partagent des objectifs spirituels similaires, dont la purification de l'âme, la repentance et le rapprochement vers Dieu. Dans un monde où les échanges entre croyants de différentes religions prennent de plus en plus d'ampleur, il est fascinant de constater comment ces deux périodes de jeûne se croisent parfois dans le calendrier, créant une opportunité unique de dialogue et de réflexion. Selon quelques religieux rencontrés, ces deux moments spirituels enrichissent la vie des fidèles. Carême est vécu par les chrétiens catholiques à l'image de Jésus-Christ qui a fait 40 jours et 40 nuits au désert pour lutter contre le diable, les esprits mauvais, et qui a été victorieux. Et donc à l'image du Christ, nous les chrétiens, pendant 40 jours, nous allons également au désert pour lutter quelquefois contre nous-mêmes, nos ambitions démesurées, nos égos surdimensionnés, pour être meilleurs, pour mieux nous configurer au Christ, pour mieux vivre notre proximité avec Dieu, pour vivre une certaine intimité avec Dieu. Alors le jeûne du mois de Ramadan, c'est une pratique islamique qui consiste à s'abstenir de manger et de boire depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. L'objectif du jeûne, c'est d'aider le musulman à s'augmenter en degré spirituel. L'avantage, c'est quoi? Ça permet la cohésion entre les musulmans, la fraternité, parce que Dieu l'a dit, innamal mu'minuna ikhwa, les musulmans sont des frères. Faslihu bayna akhwaykum. Nous devons établir l'amour entre nous. Donc, au cours de ce mois de Ramadan, on reste beaucoup plus à la mosquée. Il y a le brassage entre les cultures, le brassage entre les manières de voir les choses. Ça fait qu'on est beaucoup plus liés. En les interrogeant sur leur perception personnelle et leur vision de ce croisement, le prêtre Saturnel Lawson répond que cela est bénéfique pour les deux communautés. Que les deux communautés puissent vivre ce moment intense de piété, c'est heureux. Et cette coïncidence ne peut être que bénéfique pour nos deux communautés et du coup pour toute notre nation. Vous voyez, ça nous permet de nous donner la main et de comprendre que nous appartenons à un seul Dieu. Et ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il veut de nous? C'est que nous puissions lui ouvrir notre cœur. Et donc, l'amour que nous avons pour lui, eh bien, cet amour se déploie dans l'amour que nous avons pour le prochain.
Le prochain, moi, mon prochain, ce n'est pas d'abord le chrétien catholique, il est le chrétien catholique, mais aussi le fidèle musulman, mais aussi le fidèle vaudouisant, mais aussi le tout autre qui ne connaît pas Dieu et qui le connaîtra un jour. L'imam Sharafaddin Djibril, quant à lui, y voit une invite à prier ensemble afin de sauver la nation, vu que nous nous approchons des élections de 2026. Le fait que le jeûne du mois de Ramadan coïncide avec le carême chrétien, moi personnellement, je vais glisser un peu sur le plan politique. Vous savez que nous sommes à un pas des élections. Donc, si ces deux jeûnes-là se coïncident cette année, c'est juste pour nous dire que nous devons rester beaucoup plus en prière. Qu'il n'y a pas de différence entre la prière que les chrétiens feront et la prière que feront les musulmans. Nous devons rester tous en éveil, en prière. La leçon spirituelle qu'il faut tirer là, c'est que on doit rester ensemble pour sauver l'humanité. On doit rester ensemble pour lutter contre les pratiques qui ne sont pas normales. Pour quelques fidèles rencontrés, c'est un moment d'union et de prière entre les deux communautés. Moi, je crois que c'est une très belle chose que le carême chrétien et le carême musulman coïncident au même moment. C'est un appel à la prière, c'est un appel à la paix, c'est un appel à plus de dialogue, c'est un appel au pardon, c'est un appel à œuvrer ensemble parce que qu'on soit musulman ou chrétien, nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est un appel à une prière commune et constante vers le Créateur, afin qu'il nous aide à avoir plus de lumière à diriger le monde. Voilà. Je suis chrétien, je suis musulman, je suis animé, nous sommes tous enfants d'un même Dieu et nous devons faire en sorte que la chrétienté ne divise pas le monde. Donc, et chrétiens et musulmans doivent pouvoir fédérer leurs efforts, rester ensemble pour qu'on soit un comme Dieu l'a toujours souhaité. Pendant cette période de prière pour les musulmans et chrétiens, ils adressent tous un message à la population. Le mois de Ramadan, c'est un mois de partage. Donc, chers musulmans, chers chrétiens aussi, tant que vous en avez partagé énormément, je nous exhorte tous à beaucoup adorer Dieu, à beaucoup faire la lecture du Coran. Je nous souhaite tous un bon carême, aussi bien nous les musulmans que les chrétiens. Oui, à l'endroit de tous les Béninois et particulièrement de tous les musulmans, je vais leur dire de se donner au maximum à l'adoration de Dieu et faire ce mois de Ramadan comme si c'est notre dernier mois de Ramadan. Je vais prier pour toute la nation, et prier également pour tous les membres du gouvernement, tous les imams, tous les prêtres, tous ceux-là qui luttent au quotidien pour la paix, l'amour et le développement de ce pays. J'invite les deux communautés à être des canaux d'intercession. Prions pour notre pays, prions les uns pour les autres, pour nos familles, prions pour les malades, pour que notre société soit une société pacifiée, une société démocratique, qui soit une référence, non seulement dans la sous-région, mais dans le monde entier. Je souhaite un bon temps de jeûne à tous et à chacun, un bon temps de carême aux chrétiens et la paix pour le Bénin. Dans un monde marqué par la diversité religieuse, le carême et le ramadan rappellent l'importance des valeurs universelles telles que la compassion, le partage et le renoncement aux plaisirs éphémères. Ces moments peuvent ainsi devenir des points de rencontre pour favoriser la paix, la tolérance et la coopération entre les différentes communautés, contribuant ainsi à la construction d'un monde plus juste et solidaire. Ce devoir de mémoire pour finir, le code électoral révisé de 2024 a eu 1 an ce 5 mars 2025. Un an déjà que ce texte de loi fait débat avec surtout l'opposition qui réclame à corps et à cri sa relecture. Tranchant le sujet le 24 février dernier, le chef de l'État a clairement donné sa position sur cette demande. Il n'est pas favorable à une relecture. À quelques mois des élections, des acteurs politiques cette semaine ont alors exhorté cette frange qui réclame la relecture du code à se faire à l'évidence. Chérifatou Dansou. Depuis la modification du document régissant les conditions relatives aux élections générales jusqu'à son premier anniversaire ce 5 mars 2025, l'opposition continue de crier à l'exclusion et de réclamer une autre relecture du texte de loi. Une demande non satisfaite.
Le président de la République a même tranché la question le 24 février dernier. Il n'est pas favorable pour une relecture de ce texte qui offre les mêmes chances à toutes les formations politiques. L'opposition est dans son rôle d'insatisfaction. Quel qu'en soit ce que la mouvance, le gouvernement vont faire, ils ne seront jamais d'accord. Alors que nous sommes à quelques mois des élections générales, surtout des législatives et communales qui auront lieu le deuxième dimanche du mois de janvier 2026, l'opposition doit maintenant se rendre à l'évidence. Il serait donc mieux pour les contestataires de se concentrer sur leur programme de législature. Le code n'est pas si mauvais, même avec le code ou sans code, de savoir qu'il y a un challenge et de toujours commencer à travailler dès la base et de négocier. Ce n'est pas avec du bruit, avec n'importe quoi. Qu'on veuille ou non, il y aura l'élection. Avec ce code ou pas avec ce code, il y aura élection. Donc, tu vas une compétition, si tu ne travailles pas et tu restes là à critiquer, ça va te surprendre. Il faudrait que les partis d'opposition se prennent au sérieux, commencent à travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on a essayé de faire des tests qui sont plus stricts, que les opposants comprennent que ce qui se passe sous l'air est beaucoup plus avantageux pour tout le monde que pour et non des profits individuels. Dans l'ensemble, même si c'est difficile, je crois qu'il faut mieux aller sur le terrain, travailler et prouver sa bonne foi et accompagner même, pourquoi pas, accompagner même ce qui se passe aujourd'hui. Parce que demain, je suppose même demain, si eux ils prennent les rênes, je ne suis pas sûr que s'ils veulent le bien de ce pays, ils feront le contraire. Je ne crois pas. Il faut aller vite et rapide. Parce que nous n'avons pas que les dispositions du code électoral à regarder, vu le temps court qui vient. Il y a d'autres obligations électorales qui doivent préoccuper quand même les partis politiques. Aller à la recherche des 20% dans nos contrées, au lieu de s'attarder sur ce qui n'est plus changeable. Pas à moi de dire à l'opposition et à la mouvance que la vie c'est un combat. Ceux qui savent mener le combat, c'est ceux-là qui arrivent toujours. Face à cette recommandation, Zachary Bidé Koudadjou, membre du Parti Les Démocrates, répond. Je vous dis, nous travaillons. Et tous les jours, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de travailler et nous sommes en train de tout faire. Je dis bien, une chose c'est le travail, l'autre chose c'est de sécuriser les résultats. C'est notre grand défi. C'est notre grand défi parce que nous sommes le parti du peuple et le peuple vraiment veut un changement. Il faut qu'il y ait alternance. Nous allons tout faire, légalement, démocratiquement, pour gagner les élections et les sécuriser. Et ensuite, d'autres paramètres, la présence de l'opposition à la Sénat. Au niveau du parti, le parti de l'opposition, précisément les démocrates, nous travaillons. L'acteur politique garde tout de même espoir qu'un miracle de dernière minute est encore possible. Nous avions mené des démarches et nous continuons, nous espérons encore. Mais rassurez-vous, nous irons aux élections. Et nous sommes conscients que nous allons gagner les élections. Nous ne souhaitons pas avoir un Parlement monocolore en notre faveur. Mais s'il nous impose et que la nature nous l'offre, volontairement nous allons prendre. Rappelons que selon l'article 40 du Code révisé, la déclaration de candidature est présentée 60 jours avant la date de scrutin pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, 75 jours avant la date de scrutin pour l'élection des conseillers communaux, 180 jours avant la date du premier tour pour l'élection du duo du président de la République et vice-président de la République. Et sachez aussi que le gouvernement a dépêché cette semaine une délégation au domicile de Feu Firmin Couton, précédemment préfet du Zou, décédé le 25 février 2025. Ce geste symbolique a offert aux autorités l'occasion de témoigner leur soutien à la famille endeuillée, soulignant ainsi la solidarité du gouvernement aux proches du disparu.